Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau documentaire des dossiers secrets. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un camp de prisonniers pendant la Seconde Guerre mondiale. Des millions de prisonniers depuis 1939 sont entassés dans les camps de prisonniers allemands. Et tout soldat qui se respecte se doit de s'évader pour retrouver sa liberté, mais aussi pour continuer la lutte. Je vous propose donc d'entrer au cœur du Stalag Luft 3 pour découvrir l'histoire de Roger Buchel, qui organisera la plus grande évasion de la Seconde Guerre mondiale. Pendant la guerre, il y a eu des millions de soldats faits prisonniers. Mais quand un officier est fait prisonnier de guerre, il a le devoir de s'évader. Il y a des officiers qui se sont évadés plus que d'autres. C'est le cas de Roger Buchel, qui a préparé une évasion de masse, une évasion conçue comme une opération militaire. Elle sera connue comme la Grande Évasion. L'évasion qui aura marqué l'histoire et aura défié les Allemands qui pensaient qu'aucun prisonnier ne pourrait s'échapper de leur stalag. Cette opération de grande évasion leur prouvera le contraire. Un couple d'Anglais décide de quitter l'Angleterre pour aller vivre en Afrique du Sud. Il s'agit des parents de Roger Joyce Buchel, le personnage principal de notre histoire. En grandissant, ce dernier ira faire ses études supérieures en Angleterre, où il apprendra le français et l'allemand. Après avoir réussi ses études, il devient avocat. Mais en 1932, il intègre la Royal Auxiliary Air Force. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. L'Angleterre et la France s'unissent pour déclarer la guerre à l'Allemagne. En Allemagne, on s'attend à voir les Franco-Britanniques attaquer à l'ouest. Mais rien ne se passe. Cette longue période d'attente s'appellera la drôle de guerre, où tout le monde attend qui attaquera le premier. Finalement, le 10 mai 1940, les Allemands attaquent les premiers en envahissant les Pays-Bas, le Luxembourg et la Belgique. Les divisions blindées allemandes passent par les Ardennes belges, zone réputée infranchissable pour des véhicules blindés par le haut commandement français. Les Allemands avancent vite et ne laissent aucun répit aux Alliés. Roger Buchel, pendant ce temps, est aux commandes d'un Spitfire. À la tête de son escadron, il mène les combats dans le ciel de Dunkerque, où les Britanniques tentent désespérément d'évacuer leurs troupes pour rejoindre l'Angleterre. Durant cette bataille, il a 2 victoires à son actif avant d'être abattu par un Messerschmitt Bf 110, le 23 mai 1940. Il s'éjecte de son avion et voit dans le ciel la guerre qui se passe au sol. Malheureusement, il atterrit au beau milieu des lignes allemandes. Dès sa réception au sol, il est fait prisonnier et envoyé au camp de transit destiné aux équipages de la RAF à Oberursel, une ville qui se situe près de Francfort en Allemagne. Ce camp où Buchel est transféré s'appelle Dulag Luft, ce qui veut dire camp de transit de la Luftwaffe. Dès qu'il arrive au camp, il se lie avec des officiers qui font partie du comité d'accueil. Harry Day, surnommé Wings, est le Wing Commander. Il serait pour nous en France un lieutenant-colonel. Il a déjà une très longue expérience, car il s'est déjà distingué pendant la Grande Guerre dans les Royal Marines. Il a ensuite intégré la toute nouvelle Fleet Air Arm à la fin des années 1920, puis la RAF peu de temps avant la guerre. Alors qu'il faisait une reconnaissance, il est abattu le 13 octobre 1939 et fait partie des premiers à être emprisonné au Dulag Luft. Il entretient d'excellentes relations avec les gardiens et les commandants du camp, tellement proches que les nouveaux détenus trouvent ça plutôt suspect. En réalité, Harry Day ne songe qu'à s'évader, et il n'hésitera pas à le dire à Roger Buchel et à d'autres officiers. Parmi ces autres officiers, il y a Jimmy Buckley, un capitaine de corvette de l'aéronavale et militaire de carrière. Il a été abattu au-dessus de Calais le 29 mai 1940. Le major Johnny Dodge, un Américain qui s'est engagé dans l'armée britannique pendant la Grande Guerre. En juin 1940, son unité doit se rendre aux Allemands à Saint-Valery-en-Caux. Dodge tente déjà de s'évader en nageant vers les navires qu'il aperçoit à l'horizon. Mais les navires s'éloignent, voire ils disparaissent de sa vision. Il est loin en mer et plusieurs fois manque de se noyer, puis est fait prisonnier par les Allemands.
Au cours de la longue marche en direction de l'Allemagne avec ses compagnons, il tente de nouveau de s'échapper lors de la traversée de la Scheldt. Il est capturé peu de temps après par un officier de la Luftwaffe, et bien qu'il soit un officier de l'armée de terre, il est enfermé au Dulag Luft. Sous l'impulsion de ces 4 hommes, le comité d'accueil du camp, qui officiellement doit préparer les nouveaux arrivants à leur nouvelle vie, ne tarde pas à se transformer en un comité d'évasion. Ils conçoivent dans le plus grand secret 3 tunnels, dont 2 se trouvent noyés par des infiltrations. Le 3e tunnel, quant à lui, aboutit au printemps 1941 et permet à 18 prisonniers de s'enfuir, parmi lesquels figurent Day, Buchel, Dodge et Buckley. Cette première évasion se solde par un échec. Tous les évadés sont rapidement repris. Le problème quand on s'échappe d'un camp de prisonniers, c'est d'avoir l'air naturel, comme si on était citoyen allemand. Il faut aussi trouver les vêtements civils, de faux papiers d'identité, et vivre, un endroit pour dormir la nuit, et surtout, savoir parler allemand, et savoir quel scénario inventer en cas de contrôle. Buchel avait presque réussi. Il n'était plus qu'à quelques mètres de la frontière suisse. Harry Day, de son côté, réussit à revenir en France, mais est arrêté comme vagabond. Après avoir été repris, les 4 officiers et leurs compagnons sont transférés dans un autre camp, cette fois beaucoup plus important, le Stalag Luft 1, qui se trouve sur la Baltique. Le comité d'évasion est de nouveau constitué, et la construction des tunnels reprend aussitôt. Une nouvelle tentative d'évasion a lieu en août 1941. 12 prisonniers tentent leur chance, mais sont attendus à la sortie du tunnel. Les évadés, qui sont une nouvelle fois repris, vont passer quelques semaines au cachot, mais ils ne sont pas maltraités. Les gardiens de la Luftwaffe ne sont pas comme les SS. Ce ne sont pas des tortionnaires qui torturent ou maltraitent leurs prisonniers. Mais le comportement des gardiens va changer à partir de 1942, car les raids aériens alliés s'intensifient au-dessus de l'Allemagne, et les villes et industries allemandes sont sous les bombes des Alliés. Pendant ce temps-là, les gardiens allemands prenant en charge les prisonniers tentent de contrecarrer les plans d'évasion de certains d'entre eux, en les transférant dans d'autres stalags. Buchel est soupçonné par les Allemands d'être l'un des meneurs, et est transféré dans un premier temps à l'Oflag 10C à Lübeck, puis à l'Oflag 6B à Warburg. Lors de ce dernier déplacement, ils sautent du train en compagnie d'un Tchèque, Jaroslav Žákův. Ils parviennent à gagner Prague, où ils sont cachés par des patriotes tchèques. Mais le 27 mai 1942, un attentat survient contre un haut dignitaire nazi en poste à Prague, Reinhard Heydrich. Les Allemands sont sous tension et multiplient les fouilles et les contrôles. Lors d'une fouille, ils retrouvent Buchel et Žákův, qui sont emmenés et interrogés par la Gestapo. Žákův est enfermé dans la forteresse de Colditz, en Saxe, d'où les évasions sont censées être impossibles. Buchel, lui, qui a mené plusieurs évasions, est envoyé dans un tout nouveau camp, le Stalag Luft 3, qui est installé en Silésie près de la ville de Sagan. Ce lieu n'a pas été choisi par hasard. C'est un terrain sablonneux, un terrain idéal pour empêcher la création de tunnels. Le camp est étroitement surveillé par les gardes. Les 15 baraquements sont éloignés les uns des autres et laissent un grand espace jusqu'à une ligne de hauts et denses barbelés, qui est précédée par un fil avertisseur. Un mirador est dressé tous les 100 mètres. Les pins qui sont aux alentours ont été coupés. Les gardes ont ordre d'ouvrir le feu sur quiconque aura franchi la ligne avertisseur. Les équipes spécialistes allemandes dans le camp doivent rechercher la création de tunnels. Ils seront même appelés par les prisonniers les Führer. Buchel et ses compagnons ne sont pas au courant de tout cela et décident de remettre en place le comité d'évasion, mais cette fois baptisé du nom de Organisation X. Son chef, surnommé Big X, est dans un premier temps Jimmy Buckley. Et comme il est transféré en octobre 1942 dans un autre flag, ce sera un autre officier qui prendra sa place. Le nouveau Big X est Roger Buchel. En prenant la place, il voit les choses en grand. Il a énormément appris quand il a été détenu au sein de la Gestapo, et ça lui apporte beaucoup pour son plan d'évasion. Il réfléchit à une évasion massive qui n'a jamais été vue jusque-là. Il compte faire évader 200 prisonniers. Ce sera une opération politique, une grande démonstration de résistance dépassant les initiatives individuelles. Le 29 octobre 1943, le Britannique Flight Lieutenant Eric Williams, qui a déjà tenté plusieurs évasions, a une idée pour s'évader du camp: faire le coup du cheval de Troie. Pour lui, les tunnels venant des baraquements sont horriblement longs à concevoir, donc il choisit l'option de concevoir un tunnel au plus près des barbelés. Comment ils vont faire ?
eh bien, ils vont installer un grand cheval d'arçon sur lequel les sportifs du camp vont s'entraîner activement et bruyamment pour cacher les bruits de ce qui se passe en dessous d'eux. Ce cheval d'arçon dissimulera aussi le puits de départ du tunnel. Eric Williams, en compagnie du flight lieutenant canadien Olivier Philpott et du second lieutenant Michael Cadner, s'évadent par ce tunnel. Les 3 évadés réussissent à rejoindre la Baltique, puis à embarquer pour la Suède, d'où ils embarquent ensuite pour l'Angleterre. Un coup de maître pour ces 3 hommes. Mais ce qu'on ne sait pas au Stalag-Luft 3, c'est que le 17 septembre 1943, 132 officiers français réussissent à s'évader de l'Oflag 17A, qui se trouve en Autriche, où les conditions de détention sont particulièrement clémentes. Tous les évadés sont repris, sauf 6. Cette évasion de masse occasionne des répercussions politiques. Heinrich Himmler, le chef de la police du Reich, donne pour instruction à l'avenir de fusiller les prisonniers évadés qui seront repris. Big X, qui ignore tout de cette nouvelle directive, va mener sa grande évasion de façon toute militaire. Des conférences de situation sont tenues chaque jour par un état-major qui commande à une armée d'un demi-millier de prisonniers. Personne ne peut ignorer cette entreprise. Les compétences toutes particulières sont recensées avant de créer des équipes spécialisées. Il y a d'abord les hommes qui sont spécialisés dans le creusement de non pas 1, mais 3 tunnels, car si l'un des tunnels est découvert, les 2 autres peuvent encore servir pour s'évader. Dans le camp, pour éviter d'éveiller les soupçons, on ne prononcera plus le mot tunnel. On dira Tom et George pour les 2 tunnels les plus courts et Harry pour le tunnel le plus long, qui fait plus de 100 mètres. Il sera le moins soupçonnable. Les 3 tunnels seront creusés à 9 mètres de profondeur, soit près du double des tunnels classiques. Pendant ce temps-là, des équipes fabriquent des cartes, des boussoles, des faux papiers, des vêtements civils pour 200 détenus. Un service de renseignement est institué et un autre pour le guet, qui est chargé de tenir à l'œil les gardes et qui doit donner l'alerte dès que les furets approchent d'un atelier clandestin ou d'une des trappes d'accès au puits de creusement. Des équipes de diversion sont créées et ont pour tâche de faire perdre du temps aux gardiens survenant dans une zone sensible. Elles doivent retarder les appels au rassemblement inopiné afin de permettre aux tunneliers de réintégrer la surface. Des hommes de talent se révèlent, à commencer par ceux qui ont suivi des études d'architecte ou d'ingénieur. L'un d'eux est Johnny Travis, un ingénieur des mines dans le civil. Il est chargé de fabriquer ou de détourner le matériel d'évasion, ou encore de confectionner des pompes à air à partir de sacs et d'accordéons. La fièvre de l'évasion monte dans tout le camp, et elle ne va pas diminuer au fil des mois. Tous ont une raison de s'évader. Certains veulent s'évader par patriotisme, d'autres parce qu'ils ont le mal du pays, ou d'autres parce qu'ils ont faim. Bien sûr, leur détention est différente de celle des camps de concentration, mais les détenus qui sont arrivés dans le camp ont déjà perdu plus de 10 kilos. Par moments, il arrive que l'un des prisonniers, ne croyant plus à sa liberté, se suicide. La tâche de creuser les tunnels demande beaucoup de travail. Les trappes d'accès doivent être astucieusement dissimulées. Le tunnel Harry est dissimulé par une plaque en fonte amovible sur laquelle repose un poêle capable de fonctionner. Les prisonniers l'utilisent et le chauffent à bloc pendant l'hiver, pour éviter que les furets ne viennent trop près de la plaque qui se trouve juste en dessous. Le sol sablonneux, qui s'éboule régulièrement, exige un étayage solide et complet grâce à des planches prélevées sur les chalits, les planchers et tout ce qui peut être récupéré. Des rails sont construits pour tracter par cordes des wagonnets. Pour le tunnel Harry, la longueur est tellement grande qu'il y a 2 chambres intermédiaires pour stocker du matériel de réparation. Dans chaque tunnel, il y a 4 hommes, dont un actionne la pompe à air pendant que les autres travaillent sans relâche. Un système d'alarme a été bricolé, ainsi qu'un éclairage avec des lampes à huile. Les prisonniers réussissent même à installer l'électricité grâce à d'habiles dérivations. L'évacuation du sable venant des tunnels est un autre souci. Les ateliers d'évasion confectionnent des pantalons spéciaux aux poches-sacs capables d'emporter 15 kg de sable. Et quand on actionne l'ouverture, le sable se vide le long des jambes. Dans le camp, les évacuateurs de sable sont appelés les pingouins. Malgré que ça se passe ni vu ni connu, il faut que les pingouins fassent attention à la couleur du terrain, ainsi qu'aux itinéraires qui sont sans cesse modifiés pour ne pas attirer l'attention. Pendant que les prisonniers travaillent sur leur tunnel, les Allemands ne restent pas là à attendre que le temps passe. Ils savent très bien qu'il y aura toujours des évasions qui se préparent dans le plus grand secret dans le camp. D'ailleurs, le sous-officier chef des furets entre toujours dans les baraquements en disant avec humour « Bonjour, est-ce que le tunnel est en bonne voie ?»
Pour empêcher la confection des tunnels, les Allemands enfoncent dans le sol des sismographes, et de temps en temps, des camions lourds sont déplacés pour faire effondrer d'éventuelles galeries. Mais les galeries sont beaucoup trop profondes pour que les camions fassent des dégâts au tunnel. Les fouilles improvisées se multiplient. C'est au début de l'année 1944 que la trappe de Tom est découverte, alors qu'il était bientôt terminé. D'habitude, les Allemands détruisent les tunnels au jet d'eau, mais celui-ci est beaucoup trop bien étayé, donc le commandant du camp doit avoir recours à un spécialiste en explosifs. Une fois les charges placées, elles explosent en détruisant une partie du baraquement de départ. Cette explosion ne provoquera aucune victime. Roger Buchel suspend provisoirement les travaux dans les 2 autres tunnels, histoire d'attendre que les gardiens allemands baissent leur vigilance. En attendant, le comité d'évasion procède à un casting pour savoir quels candidats vont pouvoir s'évader du camp. La priorité est donnée à ceux qui parlent allemand, ou à ceux qui sont capables de dire quelques phrases. Les plans de voyage sont individuels, et chaque scénario est soumis à une impitoyable critique, que ce soit l'itinéraire prévu à pied ou en chemin de fer. Ceux qui sont sélectionnés auront, au jour J, une boussole, une carte, un Ausweis, un peu d'argent, des vêtements civils pour ceux qui n'auront pas réussi à bricoler un uniforme transformable, et de la nourriture pour 2 jours. Les 220 prisonniers sélectionnés sont ensuite pris en charge par des hommes appelés les prévôts, qui leur feront répéter sans cesse leur rôle. À la mi-mars 1944, le tunnel Harry est enfin achevé. C'est un grand moment d'émotion et de fierté pour tous ceux qui ont participé à cette extraordinaire entreprise. Le long tunnel atteint enfin la forêt. Le puits de sortie est également prêt, à l'exception du dernier mètre qu'il suffira de percer le moment venu. Maintenant, il faut se décider sur une date. Big X veut faire au plus vite, car la trappe de Harry, à force d'être déplacée et replacée dans le baraquement 104, sera tôt ou tard découverte par les furets, qui procèdent à des inspections. Une date est choisie, ce sera le 25 mars 1944, par une nuit sans lune. Le grand soir tant attendu est arrivé. Les 220 prisonniers se massent comme ils peuvent dans le baraquement 104. Malgré les déplacements dans le camp des prisonniers pour rejoindre le baraquement 104, tout se passe bien et aucun garde n'est alerté. À l'heure H, les prisonniers, dans leur tenue d'évasion, en respectant les numéros, se glissent un à un dans le tunnel. Arrivés dans le tunnel, ils s'aplatissent chacun à leur tour sur le wagonnet pour être tractés jusqu'à la sortie. Les premiers prisonniers s'évadent chacun à leur tour, et les Allemands ne se doutent de rien. À 4h15, le prisonnier numéro 77 émerge à son tour du tunnel Harry, quand soudainement, il se retrouve nez à nez avec un garde. Le soldat allemand, surpris, tire sans viser. La balle manque le prisonnier, mais des coups de sifflet rompent à leur tour le silence. Ce garde allemand aurait pu être neutralisé, car il était seul. Mais ordre a été donné de ne tuer personne. La grande évasion est stoppée et plus personne ne pourra sortir du camp. Toute la garnison s'ameute. La sortie du tunnel Harry est surveillée par les soldats allemands, car ils ignorent encore d'où en est le point de départ. Des renforts arrivent rapidement dans le camp avec des mitrailleuses mises en batterie. Les prisonniers font tout pour retarder la découverte du puits de départ et de ceux qui sont encore entassés dans le baraquement 104, en tenue civile. Une fois découverts, ils seront tous mis dans les cachots du camp. Les grandes villes allemandes étant sous les bombaliers, il n'y a plus aucune sympathie pour les Alliés. Les radios de Joseph Goebbels demandent à la population d'aider les troupes allemandes à capturer les évadés. Dans un rayon de 150 km autour du camp, les recherches sont prises en main par la Gestapo. Les contrôles sont multipliés dans les gares, dans les trains, au carrefour et dans les lieux publics. Même avec des faux papiers de qualité, un évadé peut passer au travers d'un contrôle, mais avec beaucoup de difficultés. Car à force d'être contrôlé, on peut tomber sur un policier plus attentif, qui remarque que la photo d'identité ou que l'état d'un tampon est suspect. Les premières arrestations ne tardent pas, surtout dans les gares. Pour ceux qui ont choisi de marcher, la neige et le froid s'ajoutent à la difficulté de s'évader. Les mailles du filet se resserrent de plus en plus, car les premiers prisonniers arrêtés le sont en même temps que des personnes en situation irrégulière, comme des travailleurs étrangers en vagabondage, des déserteurs ou des évadés d'un autre camp. Au bout de 2 semaines, il ne reste plus que 3 prisonniers qui sont encore en liberté et qui réussiront à s'échapper d'Allemagne. Les 73 autres sont repris et emprisonnés par la Gestapo,
au lieu de les renvoyer dans leur camp de prisonniers. Cette affaire d'évasion est certainement arrivée aux oreilles d'Hitler, qui voulait dans un premier temps faire fusiller tous les évadés repris. Il aurait finalement consenti à suivre les conseils d'Hermann Göring, qui craint que si les Allemands fusillent ces prisonniers, les prisonniers allemands qui sont détenus par les Alliés subiront le même sort. Hitler donne donc l'ordre de faire fusiller 50 d'entre eux. Heinrich Müller, le chef de la Gestapo, ordonne au chef de la KRIP, la police criminelle, Arthur Nebeu, de dresser cette liste. Les premiers noms apparaissent sur la liste. Celui de Roger Buchel, arrêté à la gare de Saarbrück, aux côtés de son compagnon d'évasion, le sous-lieutenant Bernard Scheidauer, un pilote des forces françaises libres. Harry Day et Johnny Dodge ne sont pas inscrits sur cette liste rouge, mais tous deux sont envoyés au camp de concentration de Sachsenhausen. Le capitaine Dick Churchill est également épargné, certainement à cause de son nom de famille. Les 50 évadés ne sont pas envoyés devant un peloton d'exécution. Ils sont emprisonnés à Saarbrück par la Gestapo. 3 jours plus tard, Roger Buchel et Bernard Scheidauer sont sortis de leur cellule et exécutés au bord d'une autoroute. Les autres victimes sont extraites de leur prison et sont assassinées sur place, au cours d'un prétendu transfert. Les exécutions ne sont pas officielles dans l'administration nazie. La Gestapo fera croire que les prisonniers ont tenté de s'évader durant leur fuite. Un rapport que l'on a du mal à croire encore aujourd'hui. Roger Buchel et ses camarades du comité d'évasion du Stalag-Luft 3 ne s'attendaient certainement pas à des conséquences aussi funestes. Il est difficile de croire que plus de 200 prisonniers pouvaient s'évader sans alerter les gardes allemands. Tous savaient que très peu d'entre eux allaient retrouver la liberté. Le but de cette évasion était une opération politique, une démonstration de résistance en forme de provocation. Les nazis, eux, l'ont également compris. Retrouver la liberté a coûté très cher pour la vie de ces hommes. Le Stalag-Luft 3 est à présent un lieu de mémoire à Zagan, en Pologne, aujourd'hui. Un monument est dédié aux victimes, et le tunnel Harry, qui aura coûté la vie à 50 prisonniers qui voulaient retrouver la liberté, est marqué d'un chemin de pierre. Ce chemin de pierre montre au public aujourd'hui que la liberté peut coûter cher à celui qui veut vraiment la retrouver quand elle lui a été enlevée. Sachez qu'il y a plusieurs informations que j'aimerais apporter à cette fin de documentaire. Car si vous vous souvenez, le 27 mai 1942, Roger Buchel sera emprisonné avec son compagnon d'évasion, Jaroslav Zafuk. Et ils seront tous deux dans la forteresse de Colditz, en Saxe, où les évasions étaient censées être impossibles. Eh bien, c'est pas tout à fait cela, puisqu'il y a eu au total dans cette forteresse 34 évasions. La première était le lieutenant français Alain Leroy, qui rejoindra par la suite le maquis du Vercors. En octobre 1942, l'ancien Big X, Jimmy Buckley, sera transféré à l'Oflag 21B de Chubin, dans le nord de la Pologne. Il reprendra aussitôt ses évasions. Il s'enfuira le 5 mars 1943 avec 34 autres prisonniers. Tous sont repris, sauf Buckley et un officier danois avec qui il a fait équipe, Jürgen Talbitzer. Ils réussissent à parvenir à Copenhague, où ils emprunteront un canoë pour rejoindre la Suède. C'est là qu'ils disparaissent. Le corps de Jürgen Talbitzer est retrouvé noyé, mais le corps de Jimmy Buckley n'a pas été retrouvé. Je voulais revenir sur un point important lors de l'opération d'évasion. Le garde allemand qui s'est retrouvé en face à face avec le prisonnier qui était en train de s'évader ne devait pas se trouver là, car normalement les patrouilles allemandes avaient leurs habitudes. Elles longeaient toujours la ligne de barbelés et s'en éloignaient pas. Beaucoup pensent que ce soldat s'était certainement éloigné pour satisfaire un besoin naturel, et malheureusement, c'est arrivé au même moment qu'un prisonnier sorte du tunnel, Harry, pour s'évader. Et le dernier point, c'est le cas du capitaine Dick Churchill, qui n'a pas été mis sur la liste rouge à cause de son nom. Car en effet, les Allemands pensaient qu'il appartenait à la famille du Premier ministre britannique Winston Churchill. Mais en réalité, Dick Churchill n'appartient pas du tout à la famille de Winston Churchill. Dick Churchill lui-même affirmera plus tard
que si son nom n'a pas été mis sur cette liste, c'est grâce à son nom de famille. Ce dernier sera l'un des derniers survivants des évadés du Stalag Luft 3 et s'éteindra en 2019 à l'âge de 99 ans. Après ces derniers points importants, le documentaire est désormais terminé. J'espère que ça vous aura plu, mais sachez que l'évasion sera repris dans un film devenu célèbre aujourd'hui, La Grande Évasion, sorti sur grand écran en 1963. Mais bien sûr, certains des passages ne concordent pas à la réalité, comme la chevauchée héroïque en moto de Steve McQueen, qui n'a jamais existé. Si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à partager avec vos amis, cela aide grandement à faire connaître la chaîne. Sur ce, je vous dis prenez soin de vous et à très bientôt pour plonger au cœur des dossiers secrets de l'histoire.